tout à l'heure pour les questions et les échanges. Oui, bien sûr. Et je te remercie aussi, Sonia, et les archives municipales de Lyon aussi pour cette opportunité. Parce qu'on peut parler d'opportunité, en fait, pour pouvoir présenter, d'apporter mon témoignage sur à la fois cette histoire lyonnaise de la danse hip-hop, mais là où je me situe surtout, et particulièrement, c'est en ce qui concerne, et dont je vais témoigner, c'est de sa projection vers la scène chorégraphique française, et particulièrement lyonnaise. Et ça, indépendamment de celle parisienne. Ça, j'y tiens, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à être à l'ombre du récit parisien. Donc là, c'est une très bonne occasion d'être dans notre récit à nous, d'apporter notre récit particulier, qui peut croiser les autres récits, ce qui fait le récit national. On a besoin de ça, parce que le hip-hop, c'est ça. C'est pas un centre de gravité, c'est plusieurs centres de gravité. On n'a qu'à voir les danseurs de breakers. Il y en a qui peuvent témoigner de ça. Il y a des breakers ici, notamment des b-boys, très bons. Et bien, quand on les voit évoluer, et moi, on a l'impression qu'ils ont plusieurs centres de gravité. Oui, ou je me trompe? Je pense pas. Moi qui ai fait du break, mais plus encore de la capoeira, qui a beaucoup influencé le breakdance, je peux vous garantir que oui. Là, on est dans la philosophie du corps aussi du hip-hop, mais aussi de sa pensée, en fait. De sa pensée. Alors oui, je suis content qu'aujourd'hui, il y a une figure parmi d'autres, bien sûr, mais pas n'importe lesquels, qui est là. C'est Zoro Anchiri, Wanès, de son prénom Wanès. En fait, Wanès, son véritable prénom, c'est Wanès. Allez, on le révèle. Zoro, ton vrai prénom. Voilà, je te démasque. C'est Wanès Anchiri. C'est vraiment on va dire, c'est un frère, c'est un compagnon de route, celui des tractions avant. Je suis très heureux qu'il soit là, parce que c'est pour moi aussi une force. Je crois que ça fait du bien de mettre des visages aujourd'hui sur des noms qui sont un petit peu tombés un peu dans les oubliettes de cette histoire-là. Ça, c'est très important. Donc, merci Zoro d'être là, en tout cas, pour ta force. Et puis, je viens de voir apparaître, qui vient de rentrer quand même aussi, une autre figure qui est liée quand même aussi à cet envol, à cette mobilisation de la danse hip-hop, notamment à Vinicieux, autour d'un homme qui s'appelle Marcelo Giacomo, de sa compagnie Traction Avant, j'en parlerai tout à l'heure, et qui est... Ah, j'ai plus de piles. Ah, si. C'est le micro qui est ému. Et donc, cette mobilisation artistique autour de cet homme, Marcelo Giacomo, et de sa compagnie de Traction Avant, qui était liée aussi à une autre mobilisation plus politique, toujours au Minguette, née par aussi des jeunes, impulsée par des jeunes, mais pas que, accompagnée par d'autres personnes, plus âgées notamment, et dont le père, Christian Delorme, qui vient de rentrer, là, maintenant, oui, je te vois, Christian, tu es bien au fond, et on va pouvoir en parler aussi, voilà, et ça fait plaisir, ça me fait beaucoup plaisir de te voir là aussi. Alors, avant de démarrer, je vais j'ai mon prompteur, d'accord, et puis, allez, je vais vous raconter cette histoire, je vais vous embarquer dans mon histoire, mais une histoire aussi commune, et ensuite, après, on pourra, bien entendu, avoir un échange. Il ne faudra pas hésiter. Mais avant tout, pour démarrer, je vais diffuser une vidéo. C'est celle-ci qui va vraiment introduire cette conférence. Alors, il met un peu de temps pour ces VLC. Il chauffe un peu. Voilà. Pas de justice, pas de paix, donc je me répète. 80, 2020, l'histoire se répète. Justice à double vitesse, génération sacrifiée de justesse. Ma reine est sacrée, ma reine est des fils, ma reine sacrifie. Je me souviens d'une statue en plein cœur du quartier Montmousseau. Une Marianne allongée, telle une stèle antique tournée vers l'est, censée représenter la République, mais qui tournait le dos aux grands ensembles. En contrebas, il y avait un autre quartier, celui de la démocratie. Et à l'époque, une passerelle permettait de passer d'un quartier à un autre, comme si on avait voulu relier la République à la démocratie, relier tous les enfants de Marianne. Les familles qui vivaient dans ces ensembles étaient d'origines diverses. Toutes avaient l'espoir de construire une vie nouvelle pour leurs enfants. Puis la passerelle fut retirée et l'accès à la démocratie fut beaucoup moins accessible. En effet, dorénavant, il fallait traverser le boulevard sans limitation de vitesse où la vie d'une gosse ne verra plus l'horizon de la démocratie. Alors la violence est invitée dans les ensembles. Tout d'abord celle de la police, du racisme, de la drogue, du chômage, des armes, des bandes rivales,
l'intolérance, la violence de l'exclusion. Alors très vite ce fut le temps de la rénovation des quartiers aux méthodes explosives, sous prétexte d'enrayer cette violence. Les quartiers disparaissaient sous les yeux incrédules de leurs habitants, délogés puis relogés je ne sais où. La démocratie s'est écroulée sous nos yeux comme un château de cartes, tels des rêves, des illusions qui partent en fumée. Ah ouais, plus d'illusions donc, je me répète. 80, 2020, l'histoire en tandem, mais on ne lâche pas l'affaire, Avec le hip-hop, nous recollions d'une certaine façon les morceaux des débris de la démocratie que des experts avaient dynamité sans jamais prendre en compte la vie des gens, les souvenirs, les rêves, les amours. À vrai dire, nous dansions de douleur, de colère, tout en gardant la tête haute, comme pour continuer à maintenir le port de tête de Marianne, et même si celle-ci continuait à nous tourner le dos. Considérés comme des Français de seconde zone, coupables d'être d'origine, nous nous sommes transformés en soldats faisant allégeance artistique au hip-hop et ses valeurs. Nous étions comme l'expression artistique des marcheurs de 83 contre le racisme et pour l'égalité. Inspirés du pasteur Martin Luther King, Toumi, Farouk, Jamel, Farida, les grands comme on les appelait dans le quartier. On imaginait cette marche pacifique qui réunissait tous les Français, quelle que soit leur couleur de peau. Pour réclamer quoi? La justice et la paix. Les poils s'irissent, l'entorche sur l'iris. La police fout du torse au pénis, doit-on créer sa milice quand on passe au seuil de la porte? On a décoré nos bannières depuis qu'on nous a déportés de Gorée. L'État nous a berné d'une France dorée. Le blason sera redoré, la parole sera donnée à ceux qui croyaient dompter. Tous unis de Bentounsi à Déo, tout étant de raccourcis racistes. Car notre histoire est à l'ombre, ses enfants sont en nombre. On n'emportera pas Notre-Dame dans nos tombes. Non, le récit d'Adama ne sera pas un conte, encore moins puni, même si les preuves se nient. Sache que les vents tournent et s'allient. Une fois de plus, nous serons unis. Passé justice surgit du nul. L'histoire honore les justes, quel que soit leur camp. Et si accepter une médaille implique de cohabiter avec son revers, nous regardons Marianne dans les yeux, pour la sonder au dehors et au dedans. Crier nos filiations pour qu'elle reconnaisse enfin tous ses enfants. La justice s'exige non pas envers et contre vous, mais en voix et avec tous. Elle est rude la route, long le chemin pour accoster les rives d'un demain qui n'occulte personne. Nous avons beau citer Césaire, le jour du mieux peine à venir mais on persévère. Nous sommes confiants car nous sommes le monde qui vient. Nous sommes les voix enrouées de tous ceux qui refusent de vivre à genoux. Les points de revendication qui répondent aux imprécations. Un flic raciste n'est pas un raciste comme les autres. C'est un individu armé, dépositaire de la loi. Un meurtrier en puissance, une menace pour les citoyens, mais aussi pour la République, dont les principes tiennent seulement s'ils valent pour tous. Ceci n'est pas qu'une lutte pour les minorités, car le danger nous guette tous. Le risque est de voir le commun partir en douce. Alors la police de mon pays exige le droit de m'étrangler. La jeunesse de mon pays s'empare de la rue pour s'y opposer. L'intelligentsia se cache derrière l'universalisme. Je me demande à quoi bon respecter un contrat dont les clauses me lèsent. Pourquoi regarder l'histoire en face crée toujours autant de malaise. Je me questionne et je lutte. Je me questionne et je lutte. Et voilà. Merci. Alors, j'ai tenu à diffuser cette vidéo que j'ai réalisée en 2020 suite à l'assassinat de George Floyd et de la manifestation massive à Paris à l'appel du collectif Vérité pour Adama, Adama Traoré, que vous connaissez. Manifestation en la mémoire de ces deux victimes de part et d'autre de l'Atlantique qui s'inscrivent dans une longue série de crimes racistes. À cette même période, en juin 2020, j'ai travaillé sur mon manuscrit Hop Rock, Histoire de danse, Histoire d'une vie, et j'ai demandé à mon fils Yardi, qui est rappeur, à mon ami slammer Ghislain N, au danseur Pierre Ada, ainsi qu'au compositeur Franck Delouise, de se joindre à moi autour d'un texte que j'ai écrit quelques années auparavant, dont le titre est Marianne. Nous avons réalisé ce clip vidéo, donc, au titre Marianne, en réaction à cette actualité violente, en écho à cette mobilisation contre la violence policière. Comme il est inscrit dans le générique du clip, un acte artistique et civique, dans l'urgence des combats pour l'égalité des droits et de justice.
L'intégralité de ce texte, Marianne, figure dans mon livre où je décris le contexte social lorsque le mouvement hip-hop apparaît en France et particulièrement à Lyon, au Minguette, il y a un peu plus de 40 ans. Oui, c'est celle d'une violence sociale, post-coloniale, que nous subissons telle que, autant le dire, des indigènes de la République, fils et filles d'origine immigrée des anciennes colonies françaises, mais aussi ces fils franco-françaises d'origine ouvrière venant d'autres régions de France et de sa ruralité. Nous sommes des corps dominés, humiliés, dévalorisés, assassinés, invisibilisés dans l'espace public, médiatique, sauf lorsque nous sommes stigmatisés, lorsque le corps de cette jeunesse à laquelle j'appartenais se révoltait contre la violence policière et le racisme déjà systémique, si j'ose dire. Une réponse d'abord violente face à la violence policière, qui s'exprimera par le feu, c'est l'été chaud des Minguettes, 81-82, qui restera une brèche ouverte, pas suffisamment colmatée jusqu'à nos jours. C'est aussi l'apparition d'un élément de langage politico-médiatique, pour nommer cette révolte. Émeute urbaine. Nous serons donc des émeutiers, voire même des rats. Un terme qui fait référence à celui de raton, employé par les colons français d'Algérie pour désigner l'Algérien, l'indigène. Puis plus tard, des sauvageons, de la racaille à nettoyer au Karcher. Oui, en un peu plus de 40 ans d'histoire de France et celle de sa jeunesse, et notamment des banlieues, nous aurons été réduits à l'animalité de l'espèce humaine. On l'aura bien compris. Ceci n'est qu'un résidu de la culture coloniale ancrée dans les imaginaires dont nous héritons et qu'il faudra bien un jour collectivement se débarrasser. Le travail est en cours. Bref, oui, au Minguette, la colère sourde de cette jeunesse s'embrase et les voitures seront l'objet de sa révolte incendiaire contre les inégalités et injustices grimpantes. La voiture, comme je le cite dans mon livre, autrefois volée dans les quartiers chics de Lyon, la BMW, symbole de richesse mais aussi de liberté. Après une série de rodéos mécaniques, comme pour enrayer un système répressif, elle est mise à feu, tel un rituel. Là-dessus, les médias jettent de l'huile sur le feu en corrompant ce qui, au départ, était le signe fort d'une révolte en un jeu puéril qui se retourna contre nous. Nous isolant encore plus, isolés entre nous, isolés dans la société civile et un avenir incertain. Les Minguettes brûlent. Les journaux feront des grands titres sur des événements, sur ces événements. Le Bronx aux Minguettes. Tiens donc, le Bronx. Non. Les Minguettes ne brûlaient pas comme ce fut le cas du Bronx, surnommé le Petit Vietnam, là où est né d'ailleurs le hip-hop. Mais une chose est sûre. Lorsque le hip-hop a traversé l'Atlantique, ce n'est pas par hasard. Si c'est déversé dans nos quartiers, rencontrer des corps qui brûlent de colère, de rage de vivre, d'exister, l'envie de tout renverser. Lorsque le hip-hop débarque en France, celui-ci va réguler nos respirations, nous permettre d'interpréter d'une certaine façon nos états de corps, de transfigurer nos colères et nous engager dans un combat par la danse. Peut-être aux allures festives au départ et qui générera du positif parce que qu'est-ce qu'on en avait besoin ? Mais cette fête sera à caractère subversive, tout comme celle des blocs parties du Bronx. En fait, le début d'une inflexion du corps dominé, d'un changement de ton face à l'injonction du pouvoir. C'est d'abord en se rappropriant notre corps, puis l'espace public, que nous allons l'affirmer sur des lieux symboliques tels qu'au centre-ville de Lyon. Comme je le cite dans mon livre d'ailleurs, entre le parvis de l'Opéra de Lyon, symbole de la culture dominante, d'élite, et l'hôtel de ville, symbole du pouvoir. Là, on existe. Nous sommes visibles. Comme disait l'écrivain afro-américain Ralph Ellison, dans son livre Invisible Man, il est l'heure pour moi de rentrer dans l'ordre du visible. Et c'est comme ça que bien des danseurs et des danseuses de ma génération l'éprouvaient. Oui, mesdames et messieurs, ne voyez pas sur la place de ce parvis de l'Opéra de Lyon une simple animation de rue, une attraction pour distraire la population, la bourgeoisie lyonnaise. La danse et les défis qui se déroulent sous vos yeux sont autant l'expression d'un dépassement de nous-mêmes qui nous libère des carcans, qui nous enserrent, mais aussi d'un esprit de conquête, celui de franchir un jour vos portes des théâtres. À l'époque, je faisais partie d'un groupe
d'un crew, pour employer le terme approprié au langage hip-hop. Et c'est avec mon ami Wannes Anchir, alias Zorro, que nous l'avons imaginé. Nous l'avons appelé les Gigolo 2000. Et nous étions, à vrai dire, composés de 7 membres, dont Zorro, Georges Gomez, Daciano Robalo Landez, tous les 3 du quartier Montmousseau, qui sera d'ailleurs notre quartier général. Puis Harry Albert, du quartier Léo Lagrange, Ama Winoal, de la Darnaise, autrement dit, des Minguettes Sud. Tony Montero, de Moulin à Vent, Vénitieux, et moi, de la Place Rouge, dont Édouard Ayot. C'était important à l'époque que l'identité d'un groupe puisse représenter la somme un peu de différents quartiers. C'était une façon aussi, d'une certaine manière, de pacifier les relations entre chaque quartier, mais ça ne suffisait pas. Pourquoi un tel nom, Gigolo 2000 ? Tout d'abord, nous trouvions plutôt fun l'expression gigolo, au-delà de sa propre signification. Il y avait un côté anglo-saxon, américain, qu'entre chiffre 2000, c'était bien moins naïf que le premier choix. Ouais. Nous avions à l'époque entendu parler d'un artiste peintre américain, graffeur, réputé, qui s'appelait Futura 2000, et qui avait d'ailleurs accompagné la célèbre tournée mondiale, le New York City Rap Tour, en 1982, de passage à Lyon. 2000. Ce chiffre nous projetait dans l'avenir, considérant que cette danse, le hip-hop, sinon, comme on l'appelait autrefois, le smurf, le move, sera la future et principale expression culturelle de la société. On n'avait pas tant que ça tort que ça. On n'avait pas complètement tort, oui. Et le Parvis de l'Opéra de Lyon était l'un de ces lieux de rencontre des jeunes banlieusards. Mais pas seulement. Il y avait ceux des quartiers populaires de la Croix-Rousse. Et c'est d'ailleurs eux, je pense, qui ont désigné ce lieu comme espace de rencontre et confrontation, où on pouvait rencontrer le réputé DJ Sheriff, mais aussi les Lyon City Breakers, qui en 1985 avaient participé à l'émission hip-hop HIP HOP, animée par Sydney. On pouvait rencontrer bien d'autres figures lyonnaises, passées sous l'anonymat aujourd'hui, mais qui ont contribué à la genèse même de cette histoire, telles que Bob Hubert Ekoto, alias Cool Master Bob. Il existe une archive, vidéo de l'INA, qui date de 1984, qu'on peut revoir même sur YouTube, où je me trouve sur le parvis de l'Opéra, avec mes complices, Zorro, Harry, Denis. On regarde ? Vous êtes curieux ? Ok. C'est parti. Pour l'opéra. Elle est courte. Mais elle vaut la peine. Et il faut encore son petit temps de chauffe. Hein. Alors voilà, Zorro et moi en freestyle. On est au balbutiement, hein. Et il y a de la poésie. Voici Harry Albert. Alors lui, je me souviens plus. C'était un danseur, un jeune, qui fréquentait le... Voici Denis. Les Gigolo 2000. Hein. Alors lui, c'était un jeune de Bron qu'on emmenait là sur le parvis à l'époque. Je ne me souviens plus du tout de son prénom, mais on en avait la responsabilité. Voilà. Et voilà pour l'archive. Alors, de cette époque-là, je crois qu'on est en 83-84, je crois plus 84, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, sur
de filmer là, sur le parvis de l'Opéra. Et pendant des années, les jeunes danseuses et danseurs ont occupé ce lieu à la fois symbolique, mais aussi de circulation de la mémoire du hip-hop à Lyon. À la différence de notre génération, qui préférons pratiquer sur le parvis même de l'Opéra, comme un pied né à ce qui symbolise la culture dominante, les futures générations vont profiter de la rénovation du revêtement de sol des arcades de l'Opéra, mais aussi de ses baies vitrées. Maintenant, ils dansaient beaucoup plus à l'intérieur. Nous, il était hors de question de danser, de mettre un pied dans l'Opéra, parce que ça représentait. Et puis après tout, le sol n'était pas très praticable aussi. Hein, c'était des pommettes à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et puis progressivement, le hip-hop va franchir les portes du théâtre de l'Opéra. D'ailleurs, 20 ans plus tard, les réputés Pokémon Crew profiteront d'une résidence à l'Opéra de Lyon, si je me trompe. Et je crois qu'elle a duré même, sauf si je me trompe, 10 ans, je crois, cette résidence. Carrément des colocataires, là. Depuis quelques années, les jeunes passionnés de danse n'ont plus droit de citer sur le parvis de l'Opéra de Lyon. Les danseurs sont priés de décamper pour laisser la place à un entre-soi social. Des barrières, des dispositifs de surveillance empêchent toute personne de s'approprier les lieux. C'est étonnant. Maintenant que le hip-hop s'est institutionnalisé, en ayant conquis son droit de citer dans les théâtres grâce à l'action artistique et militante de compagnies phares telles que Traction Avant de Vénitieux, le hip-hop, celui de la rue, perd son droit d'exister. L'ironie de l'histoire de la danse hip-hop. Le centre commercial de la Part-Dieu était aussi un de ces lieux de rencontre, et notamment le dimanche, qui était largement moins fréquenté par la population. Nous profitons du sol suffisamment glissant pour perfectionner et exécuter certaines figures. Il nous arrivait parfois aussi d'occuper certaines stations de métro, mais nous étions vite expulsés par la police, craignant le regroupement du public et possible pickpocket. Par exemple, je vais vous montrer. Allez. Alors là, nous sommes là, donc à la station de métro Gare de la Part-Dieu. Nous sommes, je crois, en 85-86. Et on y voit, donc, on aperçoit ici Zorro, voilà, des Gigolo 2000, Amar Bouinoual, Samira Chichi, de Vénitieux, ma bobine. Et là, Fouzi, Laureté Fouzitala, Didier Max Breaker. Et puis, il y a d'autres personnes aussi qui gravitaient autour de Traction Avant, dont Fatia Bouinoual, la sœur donc, de Amar Bouinoual, qui a fait partie d'un spectacle Cascadance, dont on en parlera tout à l'heure. Voilà, Balia Kalfa, en fait, le crew. Alors, cette photo a été prise juste un petit peu avant le spectacle qu'on devait présenter, je crois, à Gerland à l'époque, à la salle Ravier, qui était Cascadance, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et nous, on avait un pied dans la rue et un pied sur scène. On en avait besoin. C'était notre carburant. On ne pouvait pas aller sur scène si on n'avait pas dansé un petit peu avant dans la rue. Alors vous voyez, c'était un petit peu avant, il n'y avait pas le tapis roulant, évidemment. À Lyon, la discrimination était de mise pour l'entrée dans des boîtes de nuit ou autres établissements de ce genre. Comme les Afro-Américains du Bronx ou les Jamaïcains de Kingston, nous avons dû chercher d'autres lieux de rencontre. Nous nous sommes donc rapprochés de nos communautés et ce qu'elles offraient comme animation culturelle. Les bals antillais faisaient partie de ces espaces culturels afro-diasporiques où nous pouvons nous divertir et nous exprimer à travers le hip-hop. Pour ma part, ces lieux ont aussi contribué à l'essor, la vulgarisation du hip-hop à Lyon, tout comme les radios libres, bien entendu, telles que Radio Bellevue et son animateur Marco, dit DSL. Faisant donc partie de l'univers musical afrodescendant, il n'était pas rare d'entendre dans les bals antillais le son d'un grand Master Flash, un de First Five, entre une rumba congolaise et une biguine, ou bien encore un compas haïtien. À l'époque, nous fréquentions le bal antillais de Vanvelin, qui se déroulait dans la salle municipale et réputée qui s'appelle Victor Jara. Nous rencontrons d'autres danseurs réputés à l'époque aussi, tels que le Martiniquais Rio, de son vrai prénom Didier. Parfois, il y avait la visite de danseurs parisiens et caribéens, dont le groupe Break Black Dancer. Ce crew était composé de Jean-Claude Marignal, ancien membre du collectif Jeux de Jambes, et fondateur de l'original Magic Step, de Jackson Guy Mentor, mais aussi de Freddy Eugène, qui vit depuis à Lyon.
Les passerelles entre Lyon et Paris ont existé très tôt, et à travers des réseaux que l'on soupçonnait à peine. On va écouter un petit son un peu de l'époque. Ce morceau s'appelle Breakdance, Electric Boogie, et puis je vais continuer. C'est bien de l'écouter parce que ça nous met aussi un peu dans l'ambiance un peu sonore, parce que le hip-hop, c'est une bande-son. Hein, cette histoire-là, du coup, du hip-hop, que ce soit en France ou à Paris, c'est une bande-son. Et à Lyon, pardon. Ça va être très court, hein, juste très court. Mais juste pour que, voilà, pour certains qui ont connu cette époque-là, bah, ça va vous chatouiller les oreilles. You say I want for the trouble, two for the time. Come on, y'all, let's... Ça, c'est très bon, ça. En général, ça donne des frissons dans le dos. Ça monte sur toute la colonne vertébrale. Ça électrise. Vous avez déjà entendu certains, certaines? C'était la première des 3 tours appelées à disparaître du paysage des Minguettes. C'était aussi l'expression la plus spectaculaire de la volonté publique de réhabiliter ce quartier. Les Minguettes, autrement dit la ZUP de Vénissieux, près de Lyon, une banlieue béton érigée au plus vite en 1962 pour héberger les rapatriés d'Algérie. Plus tard, la population changera. La rénovation du centre de Lyon déportera ici les populations les plus démunies, d'origine étrangère pour la plupart. Les Français, eux, quitteront le quartier. Sur 9000 logements, 2500 sont inoccupés aujourd'hui et la petite délinquance progresse rapidement dans les 2 dernières années. Juin 1983. Aux Minguettes, c'est la démolition de la première tour du quartier Montmousseau. Elle implose. C'est le temps de la rénovation des quartiers, aux méthodes explosives sous prétexte d'enrayer le phénomène de ghettoisation du quartier et celui de la délinquance. Comme je cite dans le clip vidéo, Marianne, les quartiers disparaissaient sous les yeux incrédules de leurs habitants, délogés puis relogés je ne sais où. La démocratie s'écroulait sous nos yeux, tel un château de cartes, tel des rêves, des illusions qui partent en fumée. Alors, beaucoup de Français et blancs sont partis. Seuls les Benito, les Miralles, les Vidal, les Giacomo, les Gomez sont restés. Enfin, les familles du Sud sont restées avec les familles du Sud et celles des départements d'outre-mer. Après de nouvelles violences dans le quartier, François Mitterrand nous rend visite aux Minguettes le 13 août 1983. Je me souviens de sa visite. Alors qu'il sillonnait le quartier Montmousseau et rencontrait des familles, je m'entraînais pendant ce temps-là, toujours avec mon pote Zorro, dans le hall de la tour 102, notre QG. Cette grande barre, dernière tour à être détruite le 2 avril 2021. La rénovation du quartier Montmousseau aura duré quasi 40 ans. Bref, en 1983, c'est la première visite d'un chef d'État dans un quartier dit sensible. On écoute son commentaire.
Pour la deuxième fois en 15 jours, le président Mitterrand a manifesté sa préoccupation face aux conditions de vie dans certaines banlieues urbaines en effectuant une visite surprise à Saint-Étienne et à Lyon ce matin. Le chef de l'État s'est rendu d'abord dans la cité HLM du Montchauve, près de Saint-Étienne, et ensuite dans le quartier des Minguettes, près de Lyon, théâtre de tant d'incidents depuis 2 ans. Accompagné de Madame Georgina Dufoy, secrétaire d'État, et de Gilbert Trigano, le président du Club Méditerranée, qui s'intéresse aux problèmes de réhabilitation de ces grands ensembles, M. Mitterrand a souligné qu'il s'agit là d'une préoccupation essentielle du gouvernement, et il en a expliqué les raisons. Il faut bien se dire que, à l'origine de nombreux désordres sociaux, se trouvent ces fâcheuses, ces déplorables conditions de vie. Et moi, je veux lutter contre ces désordres. Et pour cela, il faut que je m'attaque avec le gouvernement et ceux qui ont la charge auprès de moi. Je veux absolument m'attaquer aux sources d'un malaise et d'un déséquilibre social qui sont d'une immense ampleur. Raison de plus pour commencer par un bout, avec énergie et continuité. Et de ce point de vue, je compte bien au cours des semaines et des mois à venir persévérer dans cette enquête personnelle qui me permet ensuite de donner des instructions précises à ceux qui participent à la gestion de l'État. Le 20 juin 1983, aux Minguettes, Toumi Djaïdja, alors âgé de 19 ans, président de l'association SOS Avenir Minguettes, dont le nom sera repris d'ailleurs, récupéré par SOS Racisme. Toumi Djaïdja, un grand, comme on les appelait dans le quartier, est à terre. Après qu'un policier lui ait tiré une balle à bout portant. La raison ? Alors qu'un jeune du quartier se faisait agresser par un policier et son chien, Toumi est intervenu afin d'éloigner la gueule du chien du policier et de l'enfant. Ce geste lui coûtera une balle dans le corps et un pronostic vital engagé. Remis de ses blessures graves, de son lit d'hôpital, Toumi propose à ses amis de ne pas répondre à la violence par la violence. Mais au contraire, il faut désamorcer cette violence, la dénoncer, dénoncer les crimes racistes et fascistes qui ne cessent de s'additionner en France depuis la fin des années 70. Dénoncer les expulsions et l'inégalité dans l'accès aux droits des jeunes de la deuxième génération. Revendiquer le droit de vote des étrangers, le droit à la dignité, à l'égalité des chances, à la culture, à l'éducation. Il faut s'inspirer des marches pacifiques nord-américaines, dira-t-il. Il ne faut pas l'importer en France, mais la créer. Ça sera la marche contre le racisme, pour l'égalité des droits. Et non la marche des beurs, comme l'avaient qualifié les médias parisiens, dont Libération. La marche des beurs, ce que les organisateurs et organisatrices de la marche n'ont jamais revendiqué. Ce n'est pas une marche communautaire. Et comme dira le père Christian Delorme, ici présent, co-initiateur de la marche, mais une marche de tous les Français qui voulaient avancer sur la question de l'égalité. Pour Toumi Djaïdja, au travers de ses revendications politiques, il y a aussi celui d'un message qu'il adresse à la France, celui d'une déclaration d'amour, autant que d'un cri face au racisme violent qui rongeait les cités, notre quartier. On écoute le père Delorme. Je trouve que c'est ce qui est formidable dans cette marche, c'est qu'elle est partie de gens sans importance, nous sommes des gens sans importance, d'une douzaine de personnes qui ont dit non, cela ne peut plus durer, ces meurtres de jeunes un peu partout en France ces derniers mois, ce climat de rejet des étrangers qui s'étend comme un cancer, eh bien, il faut l'arrêter. Et puisque les grandes organisations, manifestement, hésitent à se lancer dans une campagne d'envergure, eh bien nous allons prendre la route, comme d'autres avant nous l'ont prise,
ces Noirs américains ou ces Indiens vus dans le film de Gandhi, ou encore ces paysans du Larzac, nous allons prendre la route pour essayer de rejoindre tous ceux qui, en France, refusent une France de l'apartheid. Et nous sommes sûrs que le 3 décembre, à Paris, place de la Concorde, nous serons 100 000 pour affirmer oui à la France de l'égalité, oui à la France de la fraternité. C'est sous mes fenêtres et les débris de cette tour de Montmousseau, que marcheurs et marcheuses des Minguettes partent parcourir toute la France. Et c'est à Marseille que le départ de la marche commencera. Marseille, ville symbolique, celle où bien des immigrés arriveront par bateau sur le port de Marseille. Et que cette ville avait été le terrain de crimes racistes avant la marche. La marche est donc partie officiellement de Marseille le 15 octobre 1983 et arrivera à Paris le 3 décembre après avoir traversé 45 villes où sont organisées manifestations et rencontres débats. À chaque étape, les marcheurs sont accueillis. Ils sont accueillis par des comités d'accueil formés par des associations locales et des individus. La dernière étape, la grande manifestation parisienne, verra défiler 100 000 personnes de Bastille à Montparnasse. Toujours en 1983, aux Minguettes, en lien à la mobilisation politique de la marche, Marcel Notard-Giacomo, acteur culturel et éducatif et militant, crée la compagnie pluridisciplinaire Traction Avant. Pour lui, la culture et l'art doivent être le moyen de transfigurer les colères et d'accompagner les luttes sociales et revendications politiques. Elle est une arme pacifique, telle qu'il le perçoit à travers le mouvement social et culturel hip-hop. Quelques mois après la marche pacifique de 83, il organise aux Minguettes une grande rencontre hip-hop dans un gymnase du quartier Jean Cagne. Je me souviens encore de cet événement. Nous y avons participé avec les Gigolos 2000. Il y avait des jeunes danseurs, tant de Vénissieux, mais aussi venant d'autres quartiers périphériques de Lyon. Cet événement va conforter l'intuition de Marcel, à savoir orienter cette énergie et sa jeunesse vers le théâtre, afin de relever un défi non seulement artistique, mais aussi politique. Au printemps de 1984, une autre mobilisation artistique voit donc le jour, avec des jeunes danseurs hip-hop, mais aussi danseuses de Vénissieux, autour de Traction Avant, de Marcel Notard-Giacomo et le chorégraphe Pierre Deloche, à la Maison des Fêtes et des Familles, sur le plateau des Minguettes. Cette mobilisation va impulser la projection du hip-hop de la rue à la scène vers les théâtres en France et particulièrement à Lyon. L'élan de cet envol se conclura par la création de danse intitulée Cascadance, chorégraphiée par Pierre Deloche et présentée au théâtre de Vénissieux en 1985. Il y a donc 40 ans. Loin d'être une anecdote, cette date et cet événement doit être considéré comme un véritable moment historique, en corrélation avec celui du mouvement de la marche pacifique de 83, né également aux Minguettes. C'est un véritable curseur vis-à-vis de l'histoire et l'enjeu d'un courant chorégraphique porteur et novateur qui s'est imposé dans les théâtres de Lyon, mais aussi de France et de Navarre. Je veux parler des spectacles de danse hip-hop et de son frottement à d'autres esthétiques. Vous comprendrez que cela prend racine dans un contexte social, culturel et politique bien précis. Cette initiative artistique, née des convictions de Marcel Notard-Giacomo, est aussi motivée par ses espoirs qu'il fonde sur la gauche au pouvoir. 1983, ne l'oublions pas, nous sommes à l'ère de la gauche socialiste mitterrandienne et des années Jacques Lang, alors ministre de la Culture. François Mitterrand favorise les radios libres. C'est le temps des grandes déclarations d'intention culturelle, de politique culturelle, celle de la démocratisation de la culture, de la démocratie culturelle, la culture pour tous, le droit culturel. Enfin, tout un programme. Il n'y a pas d'un côté la grande culture, disait Jacques Lang, la noble culture, et de l'autre la culture aux mains sales, celle des jeunes, des méprisés. C'est l'appel au respect de toutes les cultures, de l'ouverture et soutien aux cultures mineures et minoritaires, légitimation et reconnaissance de pratiques culturelles différentes. C'est l'idée aussi selon laquelle l'État peut transformer de façon significative la société en utilisant le levier des arts, fortifierait la démocratie, entretiendrait la citoyenneté et lutterait contre les inégalités sociales. Oui, tout un programme. Marcel Notard-Giacomo avait bien saisi son époque, l'éruption à fleur de peau des smurfers qui breakaient en bas des tours, corps cassés, corps caoutchouc.
Ce sont les petits frères et sœurs des marcheuses et marcheurs. Et il est convaincu qu'il faut rattacher cette énergie vitale et créative à cet élan de la société civile. Il est convaincu que le mouvement hip-hop est autant une pulsion de vie qu'une pulsion politique du corps, et qu'elle converge dans le même sens que celle des marcheurs et marcheuses, car il s'agit de la même jeunesse, de la même révolte, mais aussi des mêmes désirs de progrès social. Il propose donc en 1984 au chorégraphe contemporain Pierre Deloche, oui je dis bien contemporain, de mettre en scène 20 danseuses et danseurs de Vénitieux, pour la majorité de breakdance ou de smurf, tel était le terme à l'époque, pour réaliser la création de danse donc intitulée Cascadance. Parmi ces danseurs de hip-hop, il y avait les membres des Dynamax Breakers de Vénitieux, composés des frères Hachichi, qu'on a entendu parler, le nom Hachichi, Roujdi Samir, ainsi que Fouzitala, et puis nous, les Gigolo 2000, Amar Bouinoual, ainsi que Zoro Anchiri. Les autres membres de la troupe n'avaient pas raccroché à l'aventure. Et puis moi-même. Il y aura aussi des danseuses de Vénitieux. Oui, il n'y avait pas que des danseurs, mais aussi des danseuses. Elles ne feront pas du hip-hop à la base, mais elles s'initieront au hip-hop et à la danse contemporaine. En 1984, alors que nous sommes en plein pic de la montée du Front National, plus de 20 jeunes danseurs de Vénitieux se sont réunis autour de Marcel Nota Giacomo et Pierre Deloche à la Maison des Fêtes et des Familles pour mettre en forme une autre réponse à la violence et haine banalisée du Front National. L'enjeu était de taille. Et pour Marcel, Marcello, l'Italien comme on l'appelait, il fallait raccrocher à l'histoire ce que nous sommes en train de faire. Et comme je vous l'ai dit, le travail de ce spectacle débutera donc à la Maison des Fêtes et des Familles sur le plateau de la ZUP des Minguettes en 84, j'insiste, et aboutira au Théâtre de Vénitieux en 1985. Ça fait 40 ans. Cascadance, un titre porteur qui résonne avec les saccades du break et de notre chute, de nos chutes au sol, de la rupture, chose que Pierre Deloche lui-même aimait à travers sa propre recherche, c'est-à-dire bousculer sans cesse les codes de la danse contemporaine devenus trop conventionnels, ayant perdu les promesses de révolution des avant-gardes. Et c'est pour cela que Pierre se retrouvait à travers l'énergie du hip-hop, c'est-à-dire sa joie contestatrice et son pouvoir de provocation. Pour Marcello, le choix de Pierre Deloche, chorégraphe contemporain, était d'une part le fait que celui-ci avait quelques années auparavant séjourné à New York, à Harlem Spanish, et qu'il avait déjà rencontré des danseurs hip-hop au pied de son immeuble. D'autre part, Marcel était conscient de la connotation élitiste de la danse contemporaine. Pour lui, cette démarche devait faire écho à l'enjeu politique des marcheuses et marcheurs et aux ambitions politiques et culturelles de l'État. Il s'agissait donc pour lui de créer une rencontre choc et symbolique entre deux mondes n'ayant pas du tout la même fonction sociale, mais ayant la même volonté de se rencontrer sur scène, au carrefour de la rue Breck et du boulevard contemporain, d'échanger, de dialoguer sur un même pas d'égalité. Je vous propose de vous montrer les visages de ces deux précurseurs lyonnais, malheureusement restés bien trop longtemps aux oubliettes de cette histoire contemporaine de la danse hip-hop. Et puis on verra aussi les visages des danseurs et des danseuses qui ont participé, dont Zoro, moi, et bien d'autres encore, nous étions amateurs. Et la vidéo, un extrait vidéo de ce spectacle Cascadance qu'on peut voir même sur le numérique danse de la Maison de la Danse, qui a fait tout un volet sur l'histoire justement de l'émergence de la danse hip-hop à Lyon et notamment de sa projection, sa version, on va dire, scénique. Alors, Marcel, on va commencer par Marcel. Ben oui, c'est lui, Marcel Nota Giacomo, acteur culturel, éducatif, rattaché donc à la ville de Vénitieux. Lui, c'est Pierre Deloche. Certains le connaissent à Lyon, d'autres pas. Chorégraphe lyonnais, mais d'origine il était originaire de, je crois, de Montauban, hein, si je me trompe, Zoro. Hein? Alors là, c'est une image un peu iconique, elle est superbe, parce que là, c'est quand on tente de nous initier à la danse contemporaine. Ah, il fallait se lever tôt.
Mais oui, parce que c'était une rencontre en même temps, un échange. Donc Pierre Deloche, que vous voyez là, juste là, il est jeune, il a à peine 25 ans, je crois, eh bien, essayait de nous faire comprendre qu'avant de se mettre au travail, il fallait s'échauffer. Pour nous, l'échauffement, c'était tout un programme. On ne savait pas ce que c'était que l'échauffement. Oui, parce que, en fait, nos corps à nous, ils étaient, comme je disais au début, en permanence chauds. On brûlait l'envie tout le temps de danser, de vivre. On était chaud en permanence. Donc pour nous, l'échauffement, ça n'avait aucun sens. Mais c'était quand même bien pratique. Hein, bon, il y en a beaucoup qui finalement zappaient un espace euro, l'échauffement, pour juste arriver au moment de la répétition du spectacle. Alors là, c'est moi, là, ici, là, qui tente de tendre ma jambe. Samir l'attend très très bien déjà, il est bien avancé. Voilà. Alors là, ici, on voit donc Samir Achichi, les frères Achichi, donc Samir, Rujdi, ainsi que Fouzitala. Nous sommes à la Maison des Fêtes et des Familles des Minguettes. Et nous sommes en 84, une répétition publique. Et là, c'était avec des gens du quartier. C'était un regard quand même qui n'était pas évident. Parce que première confrontation, hein, surtout le regard de nos pères du quartier. Ça, c'est l'affiche de Cascadance, iconique aussi. Iconique. C'est la première affiche des spectacles de danse qu'on appelle spectacles hip-hop, son frottement à d'autres univers. Ça, c'est la première. C'est du collector. C'est Cascadance. Alors à l'époque, vous voyez, on disait break, danse contemporain, Smurf, voix, chorégraphe, et bien entendu Pierre Deloche. Du 29 mai au 1er juin, donc c'était 1985. Mais bien avant, on avait présenté des ébauches, notamment à la salle des fêtes et des familles, et puis ailleurs aussi en 84. Mais la cerise sur le gâteau, on va dire, c'était 85. 84, 83, 84, c'est vraiment le process. La Maison du Peuple de Vénissieux, à l'époque. Alors ça, c'est une image aussi très iconique. Ça, c'est très important. Vous les verrez très très peu, sinon que dans mon livre, nulle part ailleurs. Peut-être c'est égaré même sur Internet, je ne sais pas. C'est l'image de cette rencontre. Il n'y a pas de fusion. Il faut savoir qu'en 84, il n'y a pas de fusion. On est au balbutiement. C'est une rencontre juste symbolique. Plus tard, il y aura la fusion. Et là, on le voit bien, incarné par cette figure qu'on appelle la coupole, très prisée par les breakers, qui est le Graal. Enfin, pour nous, à l'époque, c'était le Graal, hein, quand on arrivait à faire cette figure. Maintenant, il y a d'autres figures qui représentent le Graal. Et puis, là, c'est Fouzitala. Et puis là, cette danseuse en plein fouetté comme ceci. C'est une rencontre au Carrefour. Et vous savez qui est cette danseuse? Martine Pulara, journaliste. Eh oui. Journaliste, je crois, de Lyon, Lyon Capitale. Hein, oui, je viens de le dire, voilà. Mais oui, c'est ça, de Lyon Capitale. Elle a fait partie de l'aventure. Elle était jeune aussi. Alors là, on voit, c'est les après-spectacles. Les traditions qu'on trouve beaucoup dans les spectacles de danse hip-hop, souvent, ce qu'on appelle le bœuf. C'est-à-dire, c'est un peu le freestyle. On danse, on fait la fête, c'est une fête. Parce qu'à chaque fois, chaque date est une victoire, en fait. Il ne faut pas y mettre simplement voir la performance, il faut voir aussi le sens politique qu'il y a derrière quand je parle de victoire. Il n'y a peut-être pas le même sens aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ça. Mais même nous, on le verbalisait peut-être pas encore comme ça, mais c'était ça. On le voit sur la tête, Fouzi, là on voit Zorro, Amar et moi. Là encore, cette rencontre, hip-hop et danse. Alors c'est vrai que la forme n'est pas très hip-hop comme je fais, parce qu'elle est prise comme ceci, mais c'est moi avec Martine. Et vous voyez, on a des zébrures noires et blanches. Là aussi, très symbolique. C'est pas hasard. Toujours dans le parti du bœuf. Elle est très belle cette photo, je la trouve magnifique. Je crois que c'était une des premières photos de communication Zorro, si je me trompe, avec Amar Bouinoual et Minette Afrouk. Alors là, on avait des costumes, mais vraiment, c'était customisé. Hein. C'est qui défilait bien de la danse, là, tu vois. Et on customise, mais c'était génial. C'était bien, c'était créatif. On avait nos petites zébrures dorées. Ça, c'est les Gigolo 2000. Assez festif. Ben oui, la véracité quand même de cet événement, elle existe à travers la presse. Il y a des traces, mémoire, comme dirait Édouard Glissant. Le Monde, en 1985, Smurf,
on danse à Vénissieux. Ben ouais, ça a changé des rodéos. Le progrès, cascadance, break, smurf et contemporain. Ah bah là, c'est les filles, les danseuses. Eh ouais, Fouzia Talla, notre regrettée sœur Fatia Bouinoual, Farida Talash, Minette Afrouk. Là, Samir Hachichi. On présente un extrait de Cascadance. Et vous savez où c'est, là? Eh bien, c'est juste après le passage du City Rap Tour 1982 au Palais d'Hiver. Nous sommes au Palais d'Hiver. Elle est belle, cette photo de Samir, en plein élan, en pleine projection. Mais c'est un peu plus tard, là, on est en 85-86. Cette photo a été prise pas très loin d'ici, vers le photographe Didier Michelet, qui se trouve place Carnot maintenant. En 84. Retour au Palais d'Hiver. Palais d'Hiver. Palais d'Hiver. Sur la scène du théâtre de Vénissieux. Elle est marrante celle-là aussi. Rojdi Hachichi en train de faire cette acrobatie, cette figure acrobatique, on peut dire. Et toujours Martine dans son élan. Allez, on va regarder maintenant un petit extrait, si vous voulez bien, de Cascadance. Il n'est pas long. Mais c'est plus vivant. Ça vous donnera vraiment un petit aperçu un peu. Nous sommes en 85. Martine et moi.